Bonjour à toutes et à tous. Notre programme de français est terminé pour l'année. Il nous reste un point de grammaire à traiter à nouveau. Et puis il me reste à vous entraîner encore sur des questions de grammaire. Mais pour ce qui concerne la partie littérature et lecture, nous avons terminé puisque nous avons atteint les 15 textes vendredi comme il est demandé pour l'oral, seule épreuve d'ailleurs que vous passerez pour le bac pour l'instant. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire un point sur les oraux. Je vais essayer de vous faire faire petit à petit différents petits oraux blancs. D'abord, je vais vous faire travailler sur la partie exposée, hors question de grammaire, et ensuite sur la partie entretien. Donc ça veut donc dire que je vais vous interroger plusieurs fois. Si jamais on se revoit d'ici à la fin de l'année, ce que j'espère, on refera des oraux, mais cette fois-ci de manière complète avec la question de grammaire incluse. J'ai commencé à préparer des plannings pour la semaine prochaine. Je ferai passer 10 d'entre vous la semaine prochaine. Je vous demande évidemment d'aller confirmer votre venue sur la classe virtuelle en suivant le lien Google Drive que je vous ai mis dans le mail. Voilà pour les explications. Ce que je vous propose dans cette séance, du coup, c'est de bien comprendre comment fonctionne l'oral. Donc, je vais peut-être me répéter, mais il y a un élève qui m'a demandé de rappeler tout ça, donc je le fais. Donc, dans un premier temps, je vais vous rappeler l'épreuve d'oral précisément. Ensuite, je vais basculer dans mon grand 2 sur la partie exposée et je vais vous expliquer les critères sur lesquels je vous souhaite vous évaluer. Et puis, pour répondre à l'élève aussi qui m'a posé des questions, j'ai fabriqué une fiche méthodo pour vous montrer comment faire vos fiches. Évidemment, chacun fait comme il l'entend, hein. Moi, je vous montre un seul exemple. Et donc, pour ce faire, il faudra basculer sur le dernier document, enfin, le document que je vous ai aussi mis en pièce jointe. Alors, techniquement et officiellement, votre oral se divise en deux parties. Première partie, vous avez la partie consacrée à l'exposé et à la question de grammaire. Et deuxième partie, c'est la partie qui est consacrée à l'entretien. Seulement pour vous bien vous faire comprendre les différentes étapes, j'ai divisé en plus petites parties. D'abord, vous avez une première partie de brouillon qui dure 30 minutes. Donc à votre arrivée dans la salle, vous allez montrer votre carte d'identité, votre convocation, et vous allez apprendre, vous allez découvrir le texte sur lequel vous allez devoir passer en exposé, et on va vous donner dans la foulée votre question de grammaire. Ce faisant, une fois qu'on vous a donné votre question de grammaire, vous allez sortir votre texte vierge. Normalement, je suis censée vous donner des descriptifs avec des textes vierges. Et vous allez avoir 30 minutes du coup pour préparer tout votre oral, c'est-à-dire la lecture linéaire, la question de grammaire et vos notes d'entretien, si vous voulez vous les remettre. À moins que vous connaissiez vraiment par cœur votre laïus, je pense qu'il y en a certains qui seront capables de s'en souvenir. Ça dure 30 minutes. Ces 30 minutes écoulées, ensuite, vous passez pendant 10 minutes à l'oral, sans qu'on vous arrête, sur la partie exposée. Donc la partie exposée, je le rappelle, c'est la lecture linéaire que vous avez en 15 fois, en fait, dans votre cours. Donc, vous rappelez rapidement à votre examinateur, puisqu'il a déjà vu un camarade et il a peut-être oublié, quel est le texte sur lequel vous passez, hein. Et puis, vous commencez votre introduction. Dans votre introduction, il y a une présentation générale avec le projet de lecture, vos mouvements, et vous lisez. Tout ça dure environ 4 minutes. Pour travailler cette partie-là, c'est pas bien compliqué. Vous n'avez juste qu'à mettre en fiche à partir des lectures linéaires que je vous ai faites. Et ça sous forme de puce. Mais je reviendrai sur la méthode, sachant que cette partie-là, je vous expliquais aux deux groupes en module comment il fallait vous y prendre. Ensuite, vous allez rentrer dans l'analyse du texte sans même que l'examinateur ait à vous dire quoi que ce soit, c'est-à-dire que vous enchaînez directement.
Donc vous rentrez dans l'analyse. Et à chaque fois, ce que je vous recommande, c'est de préciser les mouvements. Voilà, je vais analyser le mouvement numéro 1, où il est question de voir telle et telle chose. D'accord. N'oubliez pas qu'il faut garder les 3 temps importants, c'est-à-dire il faut qu'on entende des citations, pas simplement des lignes, mais des citations. Il faut qu'on entende des analyses, c'est-à-dire les explications des citations. Et il faut que vous reliez cette analyse à l'interprétation, souvent qui est inscrite dans votre mouvement. Cette partie-ci dure 5 minutes environ. C'est la partie la plus longue, on va dire. Et puis ensuite, vous allez conclure. Et c'est pas compliqué. Pour la conclusion, vous faites un rappel de ce que vous aviez à dire. C'est ce que j'ai fait moi dans toutes mes conclusions. Et une ouverture. C'est pas compliqué pour préparer cette partie-ci non plus, puisque toutes mes lectures linéaires finissent par des conclusions avec un résumé et une ouverture. La chose la plus difficile qui vous reste à faire, en fait, c'est de préparer la partie centrale où il faut synthétiser ce que moi j'ai fait, en fait, parce que j'ai mis beaucoup de choses. Pour ce faire, je vous donnerai quelques éléments. Ensuite, vous avez la question de grammaire. Ça dure 2 minutes, hein, pas plus. Donc, et ça vous coûte 2 points. C'est la première partie, vous coûtez 10 points. La deuxième, la question de grammaire, 2 points. Donc, on vous pose une question de grammaire sur le texte que vous venez juste d'étudier, d'accord, que vous aviez à l'étude. Et généralement, on vous demande de faire un relevé ou d'identifier une structure qu'on a relevée pour vous. Alors, comment faire pour réviser? Vous avez normalement déjà des fiches que je vous ai données sur les 2 notions. On a travaillé sur la négation et sur la phrase complexe. Et associé à ces fiches-là, je vous ai donné des petites cartes à rigidifier. Eh bien, vous pouvez réviser avec ça. Il nous reste une seule notion à gérer, c'est l'interrogation, directe et indirecte. Voilà. Donc ça va aller assez vite. Hein. Je vous ferai une fiche plus les cartes pour que vous puissiez réviser assez aisément. Ensuite, vous le connaissez, c'est la partie entretien. Cette partie, je vous ai demandé d'y travailler, hein, chacun de votre côté. Vous devriez tous m'avoir mis quelle œuvre vous vouliez présenter. Et moi, je vous donne je valide. Et dans la foulée, normalement, vous devriez m'envoyer votre document de préparation que je veux viser, si ça ne vous dérange pas. Donc, il y a 2 grandes parties dans l'entretien. Une partie, vous présentez votre lecture et vous justifiez votre choix. Comment vous faites pour préparer cette partie-ci? C'est pas bien compliqué parce que, en fait, je vous ai déjà demandé de faire le travail, d'accord, avec la fiche Préparer mon entretien. C'est la première page. Vous suivez les phrases d'introduction et vous remplissez au fur et à mesure une page de carnet lecteur. Vous la prenez en photo et vous me l'envoyez pour que je puisse vous donner mon avis. Ensuite, vous allez avoir une partie d'échange. Et là, je ne peux pas non plus tout vous faire préparer. Hein. Mais quand bien même, dans la fiche que je vous donnais, préparer mon entretien, vous avez dans cette fiche un grand nombre de questions que je vous ai énumérées les unes après les autres. Donc vous pouvez aussi vous préparer à ce type de questions. Grosso modo, on a différents types de questions qui sont des questions qui pourraient être des questions de connaissance. On vous demande de mettre en lien votre œuvre et une question de connaissance. Je ne sais pas, par exemple, la notion de point de vue. Hein. On peut vous demander de lire un passage, on peut vous demander de présenter un passage, présenter un personnage particulièrement, approfondir votre ressenti sur l'œuvre. Bref, il y a plein de modalités de questions possibles. Donc je vous ai mis une ribambelle, une page pleine de questions générales pour que vous puissiez vous mettre dans le bain. Toujours est-il que vous devez toujours essayer de répondre de la sorte. Vous devez répondre de manière précise, pas à côté de la plaque, de manière juste, pas inventer quoi que ce soit. Il faut qu'on entende que c'est clair en fait. Si on voit que c'est pas clair, vous mettez le doute dans la tête de votre examinateur. Et enfin, ce que je vous recommande, c'est d'être capable de développer et d'ouvrir vos réponses pour montrer que vous n'arrêtez pas la discussion à une simple réponse. Bien, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vais vous préparer à la partie 1 pour commencer. On va faire les choses étape par étape. Je vous prépare morceau par morceau parce que ça me permet de faire tourner la classe assez rapidement, de faire passer un grand nombre d'élèves en peu d'heures.
Donc, sur la partie exposé, j'enlève la question de grammaire par simplicité aussi. Voici mon barème, qui pourrait être le barème de n'importe quelle personne, hein. Je vous expliquerai ensuite comment je répartirai les points. Donc d'abord, dans le barème, voici les exigences. Dans l'intro, on attend que vous situiez et présentiez le texte, que vous présentiez les mouvements, que vous présentiez le projet de lecture. Tous les enseignants n'ont pas forcément proposé un projet de lecture, c'est pour ça que je l'ai mis entre parenthèses. Mais vous l'avez et vos mouvements dépendent de ce projet de lecture. Donc autant en profiter puisque ça vous permet d'argumenter intelligemment. Ensuite, dans votre intro, vous savez que vous avez une lecture, il faut qu'elle soit fluide, que vous respectiez la ponctuation, éventuellement être expressif dans votre lecture. Cette partie d'introduction vous fait gagner environ 2 points. Environ, d'accord ? Ensuite, vous avez la partie commentaire et donc la partie analyse. Donc il faut qu'on puisse voir que 1, vous avez parfaitement compris le texte. 2, que vous êtes capable de mettre en exergue des interprétations, d'accord ? Au travers d'un projet de lecture et au travers de vos mouvements. D'où l'intérêt d'avoir fait ça avec vous à chaque fois. Ensuite, on va observer votre capacité à retransmettre l'analyse. Donc, il faut que vous citiez le texte et il faut que vous analysiez avec précision, sans paraphraser, ce qui veut dire qu'il faut que vous mobilisiez des outils linguistiques pour expliquer, ou littéraires. Il faut que vous ayez vu les points essentiels du texte dans vos analyses. Et enfin, il faut qu'on voit que vous avez des connaissances littéraires et linguistiques au travers de vos analyses. Donc tout ceci mélangé, ça vous fait environ 6 points. Donc vous voyez que là, c'est la partie déterminante. Il ne faut absolument pas vous faire avoir. D'accord ? Ensuite, vous avez la conclusion qui doit être présente et si possible pertinente. Ça veut donc dire qu'il faut faire un bilan plus une ouverture. Là, c'est pareil, tout est préparé, tout est écrit déjà. Donc, il n'y a pas de raison que vous n'en sortiez pas. Ça fait 2 points. Là, vous allez me dire, ah, mais reste un dernier item. Oui, c'est qu'en fait, on évalue au global votre expression, à la fois votre qualité d'élocution, hein, et puis en même temps, la correction et l'implication que vous allez mettre dans votre performance orale. Autrement dit, on peut vous retrancher des points si ça n'y est pas. D'accord ? Donc, si vous préférez, vous pouvez imaginer que dans chacune des parties, vous avez environ 5 points d'oral. Voilà, concrètement. Donc la moitié des points. Donc, il faut bien s'exprimer pour faire en sorte que chaque partie passe. Voilà les exigences sur la partie lecture linéaire. Donc moi, je vais vous évaluer à partir de ce tableau-là et je vous ferai un retour à partir de ce tableau. Donc, au cours de mon premier tableau, je vous ai aussi expliqué évidemment comment se passe l'oral, mais ensuite, je vous ai dit que vous aviez tout ce qu'il fallait pour réviser. Je vous ai dit ce qu'il fallait faire pour réviser chacune des parties. Je vais aller un peu plus loin dans ce détail-là, puisque je vous propose une fiche méthodo dans laquelle je vous explique comment on fait ces fiches. Voilà, alors pour vous expliquer, j'ai fait des captures d'écran de la dernière lecture linéaire, donc la lecture linéaire 15, et je vous expliquais comment il faut faire votre fiche. D'abord, pour une question d'organisation, ce que je vous recommande, c'est de mettre en haut de votre fiche ce que moi je mets en haut de mes lectures linéaires, soit le numéro de la lecture linéaire, le titre, l'auteur, la date de l'extrait. D'accord ? Donc au moins, puis en théâtre, ça peut être intéressant aussi de mettre, de situer. D'accord ? Ensuite, toutes les fois où on a travaillé ensemble, je vous ai fait surligner les mots importants, les choses à mémoriser. Donc si on lisait ensemble l'introduction, en 1677, Phèdre est représenté sur scène à l'hôtel de Bourgogne sous le titre Phèdre et Hippolyte. Quand bien même une autre Phèdre, celle de Nicolas Pradon, concurrence la pièce de Racine, notre auteur obtient le plus durable plébiscite du public. Alors moi, qu'est-ce que je retiendrai ? C'est que il faudrait au moins dire qu'on est en 1677, que la première représentation de Phèdre se fait à l'hôtel de Bourgogne, que Phèdre ne s'intitule pas Phèdre, mais Phèdre Hippolyte, et au moins que Racine a de la concurrence, puisqu'il y a une autre Phèdre qui est montée.
Ce que vous pouvez retenir aussi, c'est que Racine va obtenir de manière lente mais durable un plébiscite, c'est-à-dire une reconnaissance de la part du public. Hérité du théâtre antique et notamment des grands auteurs tels qu'Euripide ou Sénèque, la Phèdre de Racine conserve le personnage de Phèdre et le consacre comme personnage principal. Elle, la femme éprise d'une passion interdite, une passion incestueuse, celle d'aimer son beau-fils Hippolyte. Alors là, évidemment, ce qui semble important, c'est théâtre antique, Euripide, au moins Euripide, d'accord, qui est l'auteur grec, le personnage de Phèdre qui est conservé qui est devenu personnage principal, et tout de suite relié, la femme est prise d'une passion interdite, incestueuse. Quelle relation? Celle d'aimer son beau-fils. D'accord? Ensuite, vous pouvez raconter l'histoire, évidemment, de Phèdre. Ce qui serait pas mal, c'est d'avancer quelques petites choses sur ce que c'est que les codes de la tragédie classique, qui nous viennent évidemment d'Aristote, mais aussi d'auteurs comme Boileau. Et rappeler tout simplement que Racine, dans les codes de la tragédie classique, œuvre pour une action unique, vraisemblable, qu'il suit la règle des trois unités, qu'il se débrouille pour évoquer vertu et bienséance dans ses personnages, et que chez Racine, à la différence des auteurs antiques, c'est la passion qui ordonne tout et non les dieux. Rappel du passage, on est à l'acte 5, scène 6, on est dans le récit de Théramène, qui est le confident, le serviteur et le père de substitution d'Hippolyte. Il rapporte à Thésée la mort de son fils, c'est évident, important de le dire. Hippolyte a combattu un monstre marin que Poséidon avait mis en travers de son chemin à la demande de Thésée. Hippolyte meurt après avoir été traîné par ses chevaux. Voilà. Le projet de lecture, eh bien, il faut que vous connaissiez vos projets de lecture, il n'y a rien à faire. Vos mouvements, il faut les connaître par cœur. Voilà, donc il va falloir vous les noter. Donc tout ce que j'ai surligné, en fait, finit sous la forme de liste dans votre fiche. D'accord? Ce que je vous conseille, c'est de faire les débuts de phrases pour annoncer le projet de lecture, les mouvements, la lecture du passage. Par exemple, ça pourrait être pour mener notre étude, on se posera la question. Donc vous le notez. Pour mener notre lecture, on aura pour projet de lecture telle chose, d'accord? Et pour organiser notre lecture, pour ce faire, 4 mouvements rythmeront notre explication. Et là, vous donnez vos 4 mouvements. Donc préparez-vous des petites phrases d'intro qui vous permettent d'être à l'aise. Voilà pour l'introduction. Ensuite, pour la partie analyse, juste après votre introduction, et donc après votre lecture, évidemment, ce serait d'ailleurs important de vous le notifier dans la partie intro qu'il faut faire une lecture à la toute fin. Vous y prenez exactement de la même manière, c'est-à-dire que en classe, on avait souligné les mots-clés, les choses importantes. Eh bien, vous faites la même chose. Je vais vous donner un petit exemple. Mouvement 1, le récit de Théramène ou la précision de l'hypotypose qui permet à Racine de créer l'effroi en respectant la bienséance, parfaite maîtrise des préceptes de la tragédie classique. Et j'ai été super gentille sur toutes les explications de texte, toutes les lectures linéaires pour Phèdre parce que je vous savais à distance, mais même celles qui précèdent. Je vous dis ce qu'il faut mettre en évidence. Donc dans ce mouvement, il faut montrer 1. Qu'il y a de l'hypotypose et que cette hypotypose permet de créer l'effroi, ce qu'il va falloir montrer, une émotion forte, et en même temps conserver la bienséance. Et c'est exactement ce que je prouve à travers toutes les relevés et citations. Donc ici, vous avez déjà vos interprétations qui apparaissent. Donc vous pouvez vous les noter en début de mouvement. Prouver que on a affaire à une hypotypose, prouver que il y a de l'effroi et de l'émotion, prouver que il y a bienséance. Souvent aussi, je répète ces idées à la toute fin avec mes mini-synthèses. Donc si vous ne savez pas pour les premières lectures linéaires, soit de Montaigne, soit de la princesse de Clèves, qu'est-ce qu'il faut relever principalement comme interprétation, généralement je les ai notifiées dans les synthèses. Donc vous pouvez aller regarder là-dedans. Ensuite,
vous repérez, hein, voilà, Madame Lasserre nous dit que l'hypotypose c'est important, donc du coup, il faut que je me souvienne de ce que c'est qu'une hypotypose, ça c'est évident. Et puis après, quels outils elle a utilisés pour pouvoir aller montrer que c'est une hypotypose. Bah tiens, le grand nombre de vers d'action, ça, cela, il va falloir que je les retienne, d'accord? Et puis je vais dire qu'ils sont présents en indicatif et que ce présent a la valeur d'un présent de narration. Quel est le but du présent de narration? C'est de raconter une histoire, une action passée pour la refaire revivre sous nos yeux. Donc, ça permet de créer un tableau pour le spectateur. Vivant, un tableau vivant. Vous voyez à peu près ce que je vous demande sur cette partie analyse. D'autres recommandations pourraient consister à bien organiser cette partie, chaque mouvement. Donc du coup, essayez d'utiliser un code couleur, c'est une recommandation, pour mettre par exemple en rouge le mouvement. Ensuite, d'une autre couleur, vous pouvez mettre les éléments d'analyse avec les citations. Et puis au-dessus, ce serait peut-être mieux de mettre au-dessus, les interprétations principales. D'accord? Donc ça vous ferait un truc dans ce goût-là, je vous montre. Mouvement 1. Vous mettez votre titre. Donc ça, admettons que vous l'avez écrit en rouge. Ensuite, qu'est-ce que je veux te montrer? Les interprétations. Donc, je vous ai dit avec un petit égal. Il va falloir que je montre hypotypose. Tac. Et ensuite, vous pouvez mettre la liste. Hein. Hypotypose, on avait dit effroi et bienséance. Tout ça, ça nous amène à tragédie classique. D'accord? Ça, c'est vraiment en plus. Hein. Hop. Ensuite, ça, c'est les grandes choses à retenir. Ok. Qu'est-ce qu'il va falloir que je démontre? Et ensuite, on peut faire un hypotypose. Et là, on enchaîne avec verbe d'action au présent de l'indicatif. La valeur, c'est narration. Et donc, du coup, ça nous amène à quoi? Ça nous amène à faire revivre une action passée comme un tableau vivant. Évidemment, ça aurait été pas mal de mettre les verbes d'action ici. Et je vous conseillerais évidemment de faire un petit attention dans la marge en mettant la définition d'hypotypose. Vous voyez à peu près comment vous devez vous organiser, sachant que déjà moi j'ai bien synthétisé. Hein. Et par contre, il est évident que vous ne pourrez pas forcément garder toutes les remarques que j'ai émises. Donc, vous pouvez faire un peu de tri. Débarrassez-vous surtout des choses que vous n'arriverez pas à réexpliquer clairement. Ça, c'est mon principal conseil. Enfin, pour la conclusion, ça vous prendra beaucoup moins de temps, vous verrez. Vous faites la même chose. Alors, généralement, on n'a pas pris forcément le temps de cours de le faire. Donc, vous pouvez le faire par vous-même. Il faut souligner les choses importantes dans chaque partie de la conclusion, sachant que dans toutes mes conclusions, si vous êtes attentif, vous verrez qu'il y a un premier paragraphe qui correspond au résumé et un deuxième paragraphe qui correspond à l'ouverture. Donc vous avez déjà tout est fait, hein, c'est pas compliqué. Donc vous repérez les éléments à retenir. Alors Racine met bien en spectacle en toute bienséance, vous voyez quoi, hop, on réentend les interprétations principales, la mort effroyable d'Hippolyte par le récit de Théramène. Théramène fait d'Hippolyte un héros jusqu'au dernier souffle, parce que ça on y a travaillé dedans. Il raconte non seulement la scène avec Hippolyte, mais aussi l'émotion ressentie par les témoins. Ce récit est donc à la fois précis, épique, pathétique et tragique. C'est
la grande interprétation que je voulais vous ressortiez. Donc là, on a retenu les éléments essentiels. Donc concrètement, vous mettez conclusion. Ensuite, vous répartissez deux parties, synthèse, vous résumez comme vous préférez, et vous mettez sous forme de liste, tac, 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 ce qu'il y a à dire. Après, ouverture, et vous mettez sous forme de liste ce qu'il y a à retenir. Alors, comment j'ai fait mon ouverture avec ce texte-là? Remarquons que ce sont les chevaux d'Hippolyte qui perdent notre héros et non le monstre marin qu'Hippolyte avait vaincu en héros, tout comme son valeureux père qui a vaincu le Minotaure notamment. Si les chevaux d'Hippolyte ne l'entendent plus, c'est que ce dernier les a abandonnés au profit de sa passion pour Aricie. Ce n'est donc pas la fatalité divine, celle de Poséidon, qui précipite la chute du héros, mais sa passion amoureuse. De même, à la scène suivante, Phèdre avouera sa passion et se donnera la mort, preuve que selon Racine, la passion est tragique. Donc là, je vous ai fait un lien avec le parcours, passion et tragédie, et je vous ai mis en évidence les éléments essentiels. Donc chez Racine la passion est tragique. D'accord. Et puis, ce qui est important ici, c'est de montrer comment on le voit. Hippolyte a vaincu le monstre. D'accord. Les chevaux d'Hippolyte ne l'entendent plus parce qu'il les a abandonnés au profit d'Aricie. Donc ce n'est pas la fatalité divine qui précipite la chute du héros, mais sa passion amoureuse. Et là, vous pouvez encore une fois opposer tragédie antique à tragédie classique. Voilà pour les explications sur la conclusion. Je pense avoir fait le tour, à mon avis, de ce que j'ai à vous dire sur comment faire une fiche. Si vous avez encore des doutes, vous pouvez évidemment m'envoyer vos premières fiches pour me poser la question de si ça va ou si ça ne va pas. J'ai aussi besoin de vous dire que j'attends vos travaux sur vos entretiens, si vous voulez que je vous aide. Donc je vous demande de m'envoyer vos travaux d'entretien avant les vacances. Et puis je dis à bientôt aux élèves que je vais croiser du coup par le biais de la classe numérique du CNED pour leurs oraux. Nous ne savons pas quand est-ce que nous allons reprendre la classe, donc ça veut dire que à la rentrée après les vacances, je poursuivrai le planning de passage d'oraux. Donc ne vous inquiétez pas, je ne vous abandonne pas. Si vous n'êtes pas nommé aujourd'hui, ça veut donc dire que concrètement, soit on se revoit en classe et vous passez à l'oral, soit on continue les oraux via la classe du CNED. Au sujet des oraux qui vont être passés la semaine prochaine, vous avez le droit de venir en auditeur libre et aller écouter vos camarades si vous le souhaitez. D'accord ? Pour vous rassurer, la classe virtuelle du CNED n'enregistre jamais vos travaux et vos camarades ne sont pas censés vous enregistrer non plus. C'est impossible de le faire. Donc, pas de souci sur vos données du tout là-dessus. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Vous savez que maintenant, vous avez toutes vos fiches de lecture linéaire à faire. Ça fait beaucoup de travail. Donc, du coup, prenez le temps de bien les faire. Pour les élèves qui passent la semaine prochaine, je peux vous dire que vous allez être interrogés sur les 2 premières lectures linéaires de chaque unité d'enseignement. Donc, si vous voulez préparer vos fiches, vous faites les 2 premières lectures linéaires de Montaigne, les 2 premières lectures linéaires de la princesse de Clèves et les 2 premières lectures linéaires de Phèdre. D'accord ? Je vais commencer comme ça. Ok ? Pour pas vous demander de tout faire en une semaine, c'est pas très juste par rapport aux autres. Allez, je vous laisse sur ces mots et à bientôt.